J'essaye de faire quand même une comparaison entre l'eau plate et l'eau pétillante. Laquelle doit-on boire? Le plus important, c'est toujours de boire et de s'hydrater, mais quand même, l'eau plate reste un petit peu d'une valeur supérieure à l'eau gazeuse, vu que l'eau gazeuse améliore et engendre des troubles digestifs, mais en excès engendre aérophagie, les RGO, les repas sont moins appréciés par la personne concernée. Alors, la température de l'eau est aussi importante. On parle de température qui doit être convenable à la température du corps humain. Et puis, donc, on ne doit pas consommer de l'eau très froide. Ceci peut engendrer des lourdeurs, des mal aux dents et une soif atténuée. Alors, parce que la quantité d'eau bue égale aussi, ça dépend aussi du plaisir, avoir du plaisir à boire. Alors, quand faut-il boire? C'est toute la journée, bien sûr, des petites gorgées régulièrement, et plutôt en dehors des repas, puisque le volume de l'estomac, c'est à prendre en considération quand même. L'eau est présente aussi dans les aliments, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, les légumes et fruits, lait, fromage frais, etc. L'eau est présente dans ces aliments de plus de 80% de poids. Les viandes, poissons, pain, céréales aussi. Donc, les pourcentages sont élevés. Les aliments apportent de l'eau à l'organisme. Maintenant, je vais traiter les fonctions de cette matière indispensable au corps humain. Dans l'utérus et dès la conception, l'eau joue un rôle nécessaire pour le développement et la survie du fœtus. Et elle joue un rôle de transporteur, de solvant, de protecteur, de messager qui fabrique les ions nécessaires au système nerveux et des capacités cognitives, etc. C'est un régulateur thermique. Elle participe aussi à de nombreuses réactions chimiques comme l'hydrolyse et l'hydratation et joue un rôle d'amortisseur en cas de choc. Je donne comme exemple le céphalorachidien qui protège le cerveau contre les chocs. Alors, on a parlé de l'eau, son importance, comment l'eau doit être, est-ce qu'elle doit être une eau de robinet, eau plate, la température, etc. Là, j'ai voulu parler un petit peu de la déshydratation dont souffrent la plupart des gens. Et puis, c'est un état qui se traduit par un manque d'eau dans l'organisme, soit les pertes en eau sont anormalement importantes, en cas de fièvre par exemple, ou de vomissement ou de diarrhée, soit c'est la personne qui ne s'hydrate pas assez. Donc les apports sont insuffisants. Quelle qu'en soit la cause, une déshydratation peut avoir des conséquences très graves si elle n'est pas rapidement corrigée. Elle peut même conduire au coma, voire au décès. La déshydratation peut engendrer la fatigue, la diminution des capacités cognitives, une tachycardie, hypotension orthostatique, une constipation et même des fois, si l'état est plus grave, elle peut même engendrer un état confusionnel. Là, le cas contraire, c'est l'hyperhydratation. C'est vraiment rare dans notre population vu qu'on n'en consomme pas assez d'eau. Mais j'ai préféré en parler quand même parce qu'il s'agit d'une intoxication à l'eau, aussi comme sous le nom d'hyperhydratation ou d'empoisonnement à l'eau, est un trouble des fonctions cérébrales potentiellement mortel qui est la conséquence d'un déséquilibre des électrolytes, provoqué par une surconsommation d'eau. Donc lorsque les apports sont beaucoup plus élevés que les pertes. État de hydratation permanente est le sujet dont je tiens à vous parler. Alors, lorsqu'on parle de hydratation, on parle automatiquement d'un état d'équilibre optimum entre les apports en eau et les différentes pertes de celles-ci dans l'organisme. C'est-à-dire que lorsque le corps est hydraté de la manière optimum qui existe. Alors, avant de conclure, j'aimerais dire qu'on doit absolument tenir compte de toutes ces informations que je viens de citer. On doit inciter les gens à boire de l'eau. On doit les encourager à avoir la culture d'avoir des bouteilles d'eau dans la main. Puisqu'on est une population qui a plus accès aux bains morts, qui a un climat chaud, un environnement qui doit inciter les gens à prendre et consommer de l'eau davantage, puisque l'eau est indispensable pour garder l'état de santé général. Il faut boire avant d'avoir soif, il faut boire minimum 1,5 litre par jour d'eau. C'est vrai, les fruits, les légumes et les laitages sont riches en eau et on doit en consommer davantage pour augmenter nos apports en eau et éviter la déshydratation qui peut être mortelle des fois, comme je viens de le dire. Et puis, 1 demi-litre d'eau par heure d'effort, ça c'est pour les gens qui pratiquent des sports ou des activités physiques intenses. Et il faut absolument sensibiliser la population marocaine par rapport à l'importance de compenser les pertes subites en eau. Et merci pour votre attention. Marhab pour
conférence très intéressante qui nous met de l'eau dans la bouche. Et je pense qu'on arrive à la partie de discussion. Vous avez bien vu que nous avions eu, donc, dans les 2 sessions, 5 conférences en tout. Donc on va essayer de raccourcir le temps d'intervention. Et peut-être on passera à la salle pour les questions. On va essayer de limiter à une question par intervenant. Et donc, tout de suite, il y a le micro. Comment on peut réduire la consommation du sel tout en gardant le taux d'iode qui est conseillé dans la stratégie de l'iodation par le ministère de la Santé? Ça, c'est ma première question. La deuxième, comme on a vu dans les 2 autres présentations, le sodium, c'est un électrolyte. Et comment on pense remplacer ça dans l'équilibre, justement, électrolytique chez les consommateurs? Le sodium, il se trouve dans le sel, c'est un électrolyte. Et donc, il faut avoir un équilibre en électrolyte et en eau, bien sûr, parce que si on diminue la concentration, on affecte aussi l'équilibre de l'eau. Alors, comment on peut, justement, est-ce qu'il y a on conseille aux gens de ne pas consommer le sel, mais comment on peut garder notre équilibre, comment on peut remplacer ce Na? Alors, professeur Dumiche, une réponse rapidement. Bon. Ça fait beaucoup, ils sont nombreux, ça va se... Merci pour ces 2 questions intéressantes. La première, il faut savoir que 70 à 80% du sel, il est amené par les aliments transformés. Et donc, nous sommes déjà, c'était même à notre université où il y avait un accord en présence du ministère de la Santé entre les producteurs du sel et les boulangers. Pourquoi les boulangers? Parce que c'est le véhicule du sel. C'est pour cela qu'on a ciblé le boulanger, pour qu'il y aura, peut-être on est en train de la réflexion, en diminuant le sel, en ajustant l'apport en iode. Donc on est conscient de cette problématique et il faut pas vraiment qu'on diminue sans réfléchir comment on peut équilibrer par l'apport de l'iode. Donc ça c'est déjà dans la réflexion. La deuxième, pour les électrolytes, je n'ai pas exposé tous les travaux, mais qu'est-ce qu'on vous dit? On n'a jamais dit ne pas prendre du sel. Il faut prendre le sel entre 5 et 3, pas au-delà de 3 grammes. Pas au-delà de 3 grammes, ça devient dangereux. Au-delà de 5, justement, pour les électrolytes, pour le transport membranaire. Mais au-delà de 5, ça devient toxique. Donc, d'un côté, il est délétère par un manque d'apport d'électrolytes et de l'autre d'équilibre cellulaire, et de l'autre côté, il devient un danger. Voilà. Alors, il y a un complément de réponse demandé par le professeur Satara qui va l'éclairer. Sur l'occasion pour dire effectivement ça pose problème. Or, rappelez-vous que lors de la fortification du sel alimentaire, et là il faudrait définir le sel alimentaire, parce que c'est de l'ouïe. Le taux d'incorporation était de 80 mg par kilo au départ. Donc, et maintenant il est de 30 mg par kilo. Donc il y a eu une diminution à peu près de 60 à 70%. Ouais. Parce que probablement les gens n'avaient pas tenu compte du sel apporté par les aliments. Je crois. Enfin, de l'iode, je veux dire apporté par les aliments. Donc là, pour passer de 80 à 30, c'est quand même une réduction drastique. Mais toujours est-il que même la réduction du sel à 5 mg, inférieure à 5 grammes, je veux dire, par jour, il faudrait savoir si ça couvre les besoins en iode de l'organisme. Là, il faudrait un tout petit peu réfléchir, je pense, sur ça.
Parce que pour relier cette question à celle du professeur Belhassan, donc si on réduit le sel alimentaire, principalement le NaCl, et que ce Na n'est pas apporté par d'autres aliments, nous aurons des problèmes d'échange électrolytique et hydrique à travers la pompe sodique. Et donc métabolisme énergétique, etc., etc. Je crois que c'est ça le complément d'information. Peut-être il y a une petite précision, une petite nuance par rapport aux concentrations, plutôt la quantité. 3 grammes, tu as parlé de 3 grammes, 5 grammes, je pense que c'est au-dessous de 3 grammes, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est au-dessous de 3 grammes, non. Voilà. Parce que, oui. Il y a un micro pour, voilà, pour professeur Nsel. Il y a un jeune étudiant qui a bien pris son mot ce matin-là pour vous dire. Merci à tous les orateurs. J'ai 2 questions. Alors, je voudrais revenir sur les différents octogones, c'est bien ça, qui nous ont été projetés par Dr Jimati et par professeur Lebourg, et notamment celui de la consommation, du mode de consommation du Marocain. Alors justement, par rapport aux poissons, la consommation est assez timide. Et puis, je sais qu'en 2013, il y a eu une grande campagne qui avait été menée par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime et de l'Office national des pêches en collaboration avec le ministère de la Santé, qui a été appelée Hut Bladi et qui a apparemment touché plus de 6 millions de Marocains. Et justement, la communication était axée sur les bienfaits de la consommation du poisson. Et je sais qu'il y a même eu une tournée des différentes écoles pour toucher les enfants et pour parler du bienfait de la consommation du poisson et de l'équilibre alimentaire, de l'intérêt de l'activité physique, etc., qui avait été faite par des diététiciens nutritionnistes. Et en fait, on est en 2016 et justement, je me pose la question par rapport aux résultats, parce que bon, c'est un travail colossal qui a été fait, c'est un travail qui est très intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des retombées? Est-ce qu'on a des informations, je veux dire, par rapport à ça? Peut-être que le ministère, parce que ça a été fait en collaboration avec le ministère de la Santé, donc je me posais cette question. Alors ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était par rapport à justement cette histoire d'hypertension au Maroc, où tu disais que justement, chez nous au Maroc, les femmes étaient plus... la prévalence, c'était bien ça, la prévalence de... Hein? Non, oui, mais bon, moi je trouve que c'est un graphique qui est incomplet parce qu'il n'y a pas les p-values. Et donc, quand on regarde, les valeurs c'est 40, 41, et est-ce que c'est réellement significatif ou pas? Est-ce que c'est des différences significatives ou pas? C'est une information qui est quand même importante. C'est des projections de 25 ans plus. C'est des projections c'est les projections de 2008. Parce qu'il y avait l'enquête nationale en 2000 qui a montré qu'il y avait 33,3% des hypertendus, mais je pense pour l'enquête nationale c'était 18 ans plus, si je me rappelle. Mais maintenant l'OMS il compte à partir de 25 ans, parce qu'il dit de 25 ans s'il y a une altération, c'est-à-dire il faut agir avant 25 ans, donc il fait de 25 ans plus. Mais ce sont des projections, parce qu'il n'y avait pas d'enquête nationale depuis 2000. On attend toujours cette enquête nationale. Il y a une réponse par rapport à la question sur le poisson. C'est vous? Je ne peux pas vous répondre parce qu'il n'y a pas, comme a dit Siftah, une enquête qui peut encore revoir là où nous en sommes dans la consommation du poisson. Mais le titre de ma présentation, si vous vous rappelez, c'était pour un bon modèle de consommation alimentaire. C'est-à-dire, j'ai montré le bon modèle qui est le français. Et j'ai fait des bon, c'est le bon en ce sens que l'espérance de vie est là. On parle toujours du French paradoxe. D'accord?
Voilà, c'est la qualité commune des protéines et tout ça. Mais il n'y a pas de bon modèle de consommation alimentaire s'il n'y a pas d'autre chose avec. La campagne que fait le ministère de la Santé sur le mode de vie sain, alors les 4 piliers sont la consommation alimentaire, l'activité physique, le tabac, non au tabagisme, etc. Et prendre le temps d'un bon sommeil. Mais concernant ceci, il faudrait donc revoir, aller dans les rapports, les enquêtes et tout, pour recalculer, retracer dans les octogones et voir où est-ce que ça va notre modèle de consommation alimentaire. Mais là, je voulais attirer l'attention qu'au fait que nous n'avons pas un bon modèle de consommation alimentaire. Il reste beaucoup à faire comme ça. Beaucoup. D'autant plus que nous sommes des régions, 12 régions selon le partage administratif ancien, et les enquêtes ne couvrent pas toute la région, bien comme il faut. Il y a des axes qui sont bien couverts. Moi, je reste, et je le dis, et je le reste toujours, je le dis, je reste étonné quand je trouve qu'une enquête qui se veut être nationale est faite auprès d'un échantillon de 2000 personnes. Et on tire des conclusions. Alors qu'il faudrait toucher, vous connaissez maintenant les cohortes, combien ça touche et tout ça. Merci. Il y a une question au fond de la salle. Après, on viendra. Le micro, s'il vous plaît. Au fond. Juste si je peux compléter, les projections, même l'enquête de 2000, il a montré que les femmes sont plus hypertendues que les hommes. Concernant l'hypertension artérielle. Donc c'est des projections sur c'est normal, les données de 2000. Donc, ma question est à M. Drouish. Vous avez bien détaillé les apports, mais vous n'avez pas parlé des dépenses. J'aimerais bien avoir plus d'informations sur comment équilibrer le bilan du sodium entre dépenses et apports. Dépenses et apports. Normalement, le bilan sodique, le corps, il en retient très peu. Ce qu'on consomme le matin, au bout de 24 heures, on va le retrouver dans les urines ou dans la transpiration. Donc les apports sont de 5 grammes. Si j'ai bien compris votre... Pour des gens qui ont une activité physique très importante. Pour les gens qui ont une activité physique très importante, ce que je leur conseille, c'est de prendre de l'eau avec des sels minéraux. C'est le plus important parce qu'on perd beaucoup de sels minéraux quand on fait du sport. Ou bien je peux même vous... Oui, ou bien vous prenez... Si je reformule ma question, est-ce que pour les personnes qui ont une activité physique accélérée, on peut tolérer des doses de sodium plus élevées? Vous allez transpirer beaucoup. Oui. Et vous allez uriner moins. Donc c'est possible. C'est tout. Parce que ce que vous mangez, vous l'excrétez au bout de 24 heures. Je pense que c'est des recommandations pour tout le monde. Alors pour les sportifs, on dit, quand on va dépenser, quand on va se déshydrater, on ne prend pas que de l'eau, on prend de l'eau avec les sels minéraux. On rajoute même du sel là-dedans pour l'équilibre électrolytique. Ou bien, ce qui est conseillé, c'est de prendre je veux dire, normalement, il faut même... De l'eau minérale? Non, du lait. Sans graisse, parce que du lait, il va vous apporter les protéines qui vont permettre de récupérer rapidement votre taux de sucre, comment on appelle ça, pas l'amidon, le glycogène au niveau des muscles. Donc ce qui est conseillé également, parce que ce qui est conseillé, c'est d'apporter une faible quantité de protéines dans l'eau que vous buvez. Bien. Je pense que ça va être la dernière question. Madame, vous avez le micro. Ma question porte, je suis diététicienne à l'hôpital Bouafi. Ma question porte sur l'apport recommandé en sel élevé de l'ordre de 5 grammes. Pour moi, en tant que diététicienne, l'apport de 5 grammes implique de ne pas saler. De ne pas rajouter de sel, c'est-à-dire de préparer le menu sans sel d'ajout. Parce qu'un apport de 5 grammes chez un diététicien, c'est de préparer vos repas sans sel d'ajout. 5 grammes de sel, on n'a pas le droit de salir. C'est-à-dire, seuls les aliments qu'on consomme, ils nous apportent 5 grammes.
Et lorsque vous parlez d'un apport de 3 grammes, c'est encore trop restrictif. C'est-à-dire qu'il faut encore limiter des aliments qui sont encore plus riches en sel, c'est-à-dire limiter ou bien éviter le lait. Pour moi, en tant que diététicienne, un apport de 3 grammes, c'est une alimentation d'un menu qui est déséquilibré. Apport de 5 grammes, chez nous les diététiciens, c'est un apport, c'est un régime sans sel large, c'est-à-dire recommandé chez les personnes hypertendues avec les maladies cardiovasculaires. Mais chez un adulte normal, adulte normal, sans pathologie, l'apport en 5 grammes, c'est un peu, entre parenthèses, parce qu'on fait des calculs. Hein. Oui, moi je veux répondre. Nous sommes dans la prévention. Nous sommes dans un humanisme pour faire bloc à l'humanitaire, parce que le jour où ce monsieur-là qui va consommer toute sa vie 10 grammes, le jour où il aura toutes les pathologies, il peut même mourir par ce médicament, ce poison, ben c'est trop tard. Nous, c'est-à-dire que toutes les données sont là. Il faut prendre 5 grammes. Notre objectif, d'ailleurs, quand vous avez vu mes présentations, nous sommes à 8,7 grammes au Maroc, en moyenne, la même chose qui a été trouvée à l'université de Kinitra. À 8,5, la meilleure des choses, et la stratégie maintenant qui est faite avec la direction de la population, la direction d'épidémiologie, c'est d'agir principalement sur le pain. Parce que le pain, c'est le véhicule. Et le pain, il a porté 18 grammes. Aujourd'hui, je vous invite sincèrement d'assister à une très grande présentation de M. Al-Halami qui est là, qui vient de démontrer qu'à Fès, on est maintenant à 11. Et c'est bien. Si on est à 11, c'est-à-dire on a déjà dans une diminution de l'apport en sodium. Mais c'est la stratégie mondiale. Il vous dit 5. Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous, les diététiciens, l'éducation nutritionnelle commune, d'éviter le pain commercial, pâtisserie, et de préparer chez nous. Mais on ne peut pas dire à la population générale de préparer vos repas sans sel. Lorsque vous me dites 5 grammes de sel, c'est-à-dire de préparer le pain chez nous et même les repas. Pour moi, je ne peux pas. Je ne suis pas hypertendue. C'est une bonne. Je vous dis, madame. Si je dis de préparer tagine sans sel, on l'a on tombe dans les 8 grammes, on a 9 grammes. Ce n'est pas une façon de dire. Mais les diététiciens, toujours, on tient à calculer le menu. Hein? Parce que lorsqu'on dit 5 grammes, pour moi, on n'a pas le droit. Je peux pas. Et j'ajoute pour mon ami Bottage, pour les sportifs, je vous dis pas de la milha, je vous dis il faut un apport de 5. Non, un apport de 5 grammes. Alors je vais intervenir parce qu'il y a beaucoup de sel dans le. Il y a beaucoup de sel dans la disque, madame. Implique un apport en viande, s'il vous plaît. Le lait, le sel. Pour moi, 5 grammes de sel, les diététiciens sont là. C'est quoi 5 grammes de sel? C'est de ne pas préparer avec le sel. C'est calculé. 5 grammes, vous savez, madame, 5 grammes, c'est une cuillère, c'est une petite cuillère de sel. Non, un apport recommandé de 5 grammes implique quoi? 5 grammes l'apport ou 5 grammes d'ajout, on doit spécifier. Il faut manger 5 grammes, les recommandations, l'apport journalier. Bon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'a pas 5 grammes d'ajout, c'est 5 grammes d'apport. Je suis là, maintenant je suis d'accord. 5 grammes d'ajout, c'est pas s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Pas d'ajout, c'est 1 gramme d'apport quotidien. Emportez pas la discussion. Moi, je vous invite à vous mettre à côté du professeur Derwish pendant le déjeuner sur la table et vous continuez la discussion. C'est très intéressant et vous avez tout à fait le droit. Bien sûr. Alors, je pense. Merci. Oh, oui. Non, s'il vous plaît, je relève seulement la confusion. Je ne veux pas quand même réanimer les débats, mais il y a une petite confusion. Ok? Si Derwish l'ajout au pain. Ok? Vous parlez de régime. En général, nous les Marocains, on mange en famille. On mange en famille. On mange en famille. Lorsque je parle de la cuillère de 5 grammes, c'est 5 grammes de tagine. Ou de la tagine radicule bzaf, donc radicule 0,5 grammes. Les ragiques. C'est le problème de dire le seulement. C'est ça.
J'ai fini. Alors, on va arrêter. Bon, je suis désolé, il est 14h. Je pense, on a encore des questions à se poser, des interventions par-ci, par-là. Donc, je pense qu'on va arrêter la discussion. Une toute dernière question de mon ami le modérateur qui me demande, depuis tout à l'heure, une question brève qu'il voudrait poser. Et donc, on termine avec ça. Une chose est sûre, il faut remercier les organisateurs parce que c'est une thématique qui est très riche. Et nous, en tant que consommateurs, on est tous concernés par ce genre de discussion. Et c'est vrai, on est dans la sensibilisation. On ne peut pas, du jour au lendemain, de dire à la ménagère, enlever le sel. C'est pas question, c'est pas binaire. Déjà on a enlevé le sucre, maintenant on est en train d'enlever le sel. Peut-être il faudra trouver un moyen de sensibiliser. Le ministère est là. Trouver le moyen de revoir un petit peu notre cuisine, mais c'est pas méchant. On ne pense pas que c'est binaire. Je profite, non, je ne vous donne pas encore la parole. Attendez. J'ai une question pour M. Bourg. On parle beaucoup quantitatif, légumes, viande, etc. Parce que c'est important, mais à aucun moment, il en a dit, mais il est passé rapidement, M. Bourg, c'est l'aspect qualitatif. Aussi bien au niveau légumes, au niveau viande. Donc, peut-être c'est un luxe de parler qualitatif, mais ça va venir très vite de dire, même dans le sel, peut-être, il y a plusieurs variétés de sel. Aussi bien dans les légumes, il y a plusieurs variétés de légumes. Donc, dans la sensibilisation, cela va venir. J'ai une question pour madame par rapport à l'eau. Tout à l'heure, vous avez dit eau plate ou eau minérale, c'est qui kiff. L'essentiel, c'était vous. L'essentiel, c'est de boire de l'eau. L'eau potable qu'on a au Maroc n'est pas pareille partout. Et dans certains quartiers à Casablanca, vraiment, il faut s'habituer pour consommer l'eau potable. Donc là aussi, en termes de composition et en termes d'équilibre ionique et en termes de composition, peut-être il y a de la sensibilisation à faire. Quand est-ce que l'eau est recommandée? On fait confiance à la LIDEC, aux sociétés, mais est-ce que cette eau est toujours potable? Voilà, j'avais 3 points de... Alors, question pertinente. Alors, je disais depuis tout à l'heure comme quoi il faut sensibiliser les gens à l'importance de consommer de l'eau fréquemment. Et parce que c'est vrai, il n'y a pas d'études qui prouvent ce que je vais dire, mais je pense que la population marocaine n'a pas l'habitude de s'hydrater suffisamment. Et puis le niveau socio-économique, les habitudes socio-culturelles et tout ça, ça nous met dans une situation là où on ne peut pas dire aux gens ne prenez pas l'eau de robinet. Déjà, s'ils consomment l'eau de robinet, c'est déjà bien. Voilà, donc, et je sais pas, dernièrement j'avais une information comme quoi, par exemple, sur Rabat, l'eau de, je vais pas préciser la société, mais on disait qu'on peut même préparer un biberon d'un bébé, d'un nouveau-né, avec de l'eau de robinet. C'est la société qui annonce ça, c'est pas moi. Donc c'est des études qui ont été faites dans ce sens, et puis c'est de l'eau potable, donc on peut en consommer. Si on a quand même les moyens de s'offrir une bouteille d'eau minérale et tout, pourquoi pas. Mais si on n'a pas le choix, on doit absolument boire de l'eau de robinet, on n'a pas le choix. J'espère que j'ai répondu à votre question. Pour terminer cette discussion très, très salée, accompagnée avec de l'eau, on va terminer avec de l'eau par professeur Sadar, qui avait une... Rien qu'une petite... Avant de passer à la suite, qu'on va vous annoncer tout de suite. Rien qu'une petite précision. Bien sûr, nous savons que les sources de l'eau dans l'organisme sont diverses. L'eau apportée par les aliments, l'eau métabolique et l'eau de boisson. D'accord? Et donc, il faudrait avoir un équilibre entre les intrants et les outputs. Et ce qui sort. Alors, première question, est-ce qu'il y a une toxicité de l'eau? Par exemple, si je bois 4 litres ou 5 litres, est-ce que je peux avoir une toxicité? Hyperhydratation, donc un problème de toxicité. Hein? Aïe, donc c'est la question que je pose. Et la deuxième question,
pour l'eau potable, est-ce qu'on ne peut pas conseiller aux gens simplement de faire bouillir de l'eau, d'accord, de le mettre dans des bouteilles par la suite et même l'aromatiser avec un peu de citron, je ne sais pas quoi. Et c'est une eau qui a encore de qualité supérieure. Alors maintenant, pour revenir à l'hygiène, vous qui militez pour l'économie de l'eau, est-ce qu'au moment du brossage des dents, on ne peut pas fermer le robinet et remplir uniquement un verre d'eau et se rincer? Votre poche sera protégée et l'environnement sera protégé également. Merci. Alors, juste pour répondre à votre question, Monsieur Satara, donc vous avez parlé de l'intoxicité à l'eau. J'ai parlé tout à l'heure d'une notion hyperhydratation, c'est-à-dire que la personne a des apports beaucoup plus élevés que ses pertes, et puis le bilan hydrique, il n'est pas équilibré. Dans ce cas-là, on parle d'une situation d'hyperhydratation, c'est-à-dire que la personne, elle consomme beaucoup d'eau. Et ça aussi, c'est nocif pour la santé. Donc voilà, ça premièrement. Deuxièmement, c'est pour l'eau de robinet qu'on peut bouillir avant de boire, etc. C'est possible, oui, mais ça serait il y aura peut-être des contraintes parce que les gens, par exemple, ils ont l'habitude d'utiliser des bouteilles d'eau en plastique. Par exemple, si on fait bouillir de l'eau, après on les met dans des bouteilles d'eau en plastique, c'est mauvais pour la santé. Oui, voilà. Donc il y a plusieurs contraintes dans la pratique de ce que vous venez de dire, mais bon, on peut faire ça. Et puis pour l'aromatisation de l'eau, on peut toujours faire ça. D'ailleurs, nous les diététiciens, je pense que tout le monde le fait d'ailleurs. Des fois, on conseille aux gens de mettre par exemple des tranches de citron dans des bouteilles d'eau pour donner aux gens le plaisir de boire de l'eau, et aussi ça a des effets bénéfiques sur le corps, donc pourquoi pas. Oui, c'est rafraîchissant. Donc voilà, donc il faut inciter les gens à boire, quel que soit le moyen, que ce soit en augmentant le plaisir de boire, en aromatisant, voilà. On clôt la discussion. Merci. On clôt la discussion avec la dernière question de M. Belriti. S'il vous plaît, avant s'il vous plaît, je rappelle, c'est Satara, que le 1er octobre 2005, vous et moi, et avec le comité d'organisation, et tout, on avait organisé un congrès sur l'eau, vecteur de santé humaine. Vous vous rappelez? Et la conclusion était sur l'eau de l'ONEP. D'ailleurs, ça rejoint ce qu'on vient de discuter avec le Dr Chala. C'est que l'eau de l'ONEP, elle est vraiment parfaite dans sa composition, etc. Sauf que le problème, c'est dans les... Voilà. C'est dans la canalisation. Question courte. Ma question est brève. Cette discussion a trop duré, elle est hyper salée, elle nous a donné soif à tous, alors je vais être réellement très bref. Les végétariens, donc le régime végétarien, a-t-il un rôle important donc, pour la santé de l'homme? Et deuxièmement, la qualité de notre nourriture, jusque-là nous mangeons de la chimie, est-ce que le bio a une quelconque chance d'améliorer notre état de fait? Il est très clair, comme disait Madame la diététicienne, que nous n'allons pas du jour au lendemain, avec la baguette magique, changer les façons de faire la cuisine de tout le monde. Mais nous pouvons simplement, d'abord, comme vous disiez, les sensibiliser, d'une part, et d'autre part, leur souffler de temps en temps des petites astuces de cuisine. Si on sale le plat au moment de le servir, les 3 grammes de sel ajoutés font parfaitement l'affaire. Merci. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Je suis Mohamed Hadi Belriti, docteur en médecine, nutritionniste depuis une vingtaine d'années et tout nouveau membre de votre société. Enchanté. Voilà. Autre chose, je suis hypnothérapeute. Alors voilà, c'était le mot de la fin. Et le mot de la fin, effectivement, réellement, restera celui du professeur Bourg, président de l'ASML, pour vous annoncer une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est que tout le monde a fait de suite. Donc, on vous invite, moi et la présidente de la Madiette, on va passer à côté pour manger. D'accord? Professeur Bourg, si vous permettez. Sauf qu'on doit accélérer dans l'après-midi parce qu'on est très très en retard. Il y a les communications orales, il y a... Inch'Allah, donc on va se prendre... Excusez-moi s'il vous plaît. Oui. Le monsieur a posé une question.
Il me doit une réponse. Non, c'est vous qui me devez une réponse. D'accord. Allez-y. D'accord. Donc, par rapport au régime végétarien, moi je dirais que pour nous les Marocains, il vaut mieux s'approcher le plus possible du régime méditerranéen. C'est beaucoup mieux pour, que ce soit pour la prévention, que ce soit pour la préservation de la santé de la population marocaine, que ce soit... Sinon, pour le régime végétarien, il doit être vraiment bien équilibré, bien calculé. Pourquoi pas ne pas avoir recours à un diététicien ou un nutritionniste pour être sûr que le régime est équilibré et qu'il couvre vraiment les besoins de la personne. Et puis, pour tout ce qui est bio, moi, en tant que diététicienne, je n'essaie pas de faire peur aux gens de consommer les produits présents sur le marché. Et puis si les gens ont les moyens de s'offrir, parce que c'est hyper cher par rapport aux moyens de la population, des produits bio, pourquoi pas. Mais si les gens n'ont pas les moyens de s'acheter du bio, on est obligé d'équilibrer le régime et de leur donner quand même des apports suffisants. Voilà. Pour ce qui est du végétarien, au Maroc, il est parfaitement bio. Et d'ailleurs, nous savons très bien que dans certaines populations rurales, et notamment donc montagnardes, le repas se résume à une théière de thé et un pain. Ah, bien sûr, le thé. Non, ça, ils ont l'énergie donc qui vient du sucre. Autre chose, j'avais posé la question donc à propos du sel pour le végétarien, parce qu'en général le végétarien il se contente de ce qu'il a, il ne rapporte pas grand-chose. Et à aujourd'hui, dans les pays qui sont donc dont la population est particulièrement végétarienne, on n'a pas eu d'études qui nous ont parlé ni d'hypertension, ni d'obésité, ni de maladies cardiovasculaires, et encore moins d'AVC, etc. Parce que déjà, quand on parle végétarien, c'est un style de vie. Donc, on va choisir ses aliments. On va pas, et donc, végétarien, c'est un peu bio. Quand on va aller dans le bio, on va choisir les aliments avec leur composition. Comme il a dit, par exemple, quand vous allez prendre du pain, vous n'allez pas prendre de la farine. Que de la farine, vous allez prendre du pain complet. Et quand vous prenez du pain complet, dans le sang, il y a le sodium. Quand on parle du sel, il y a le chlore, il y a le sodium. Donc, normalement, il n'y avait pas de sel. Parce que l'homme, peut-être il mangeait son sel, mais c'est le fait de raffiner notre produit de consommation qui a fait qu'on a commencé à saler. Merci. Et donc son intervention est intitulée « Les 1000 premiers jours de la vie, situation actuelle au Maroc ». Donc, Madame Amari, vous avez 15 minutes pour votre exposé. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je sais qu'après ce repas copieux, il est difficile pour nous de reprendre le travail, donc je vais essayer d'être bref. Tout d'abord, je voudrais remercier la Société marocaine de nutrition et l'association marocaine de diététique de m'avoir donné cette opportunité pour partager avec vous les orientations stratégiques du ministère de la Santé dans le domaine de la nutrition. Bien sûr, je vais faire un focus sur la nutrition durant les 1000 premiers jours parce que c'est le thème qui m'a été proposé et par le comité d'organisation. Je vais commencer ma présentation par une petite définition de ce que c'est les 1000 premiers jours, en montrant l'importance de la nutrition durant cette période, aussi bien pour la santé maternelle qu'infantile. Et je vais enchaîner par la situation nutritionnelle des mères et des enfants au Maroc, les orientations stratégiques du ministère de la Santé en matière de nutrition, quelques interventions entreprises par le ministère de la Santé et qui ciblent particulièrement les enfants et les femmes, et je vais finir par une petite conclusion. Donc, qu'est-ce que c'est que les 1000 jours? C'est appelé fenêtre d'opportunité. C'est un concept de nutrition qui repose sur des études scientifiques et qui ont montré l'importance de cette période qui s'étale depuis la conception jusqu'au 2e anniversaire de l'enfant. Et les évidences scientifiques ont montré
qu'une bonne nutrition pendant cette période peut radicalement changer le sort de millions d'enfants a priori condamnés de développer certains troubles nutritionnels, certaines pathologies, et ça peut aller jusqu'au décès infantile. Améliorer la nutrition pendant les 1000 premiers jours de vie présente un énorme impact sur la formation normale des organes, sur le développement cognitif et physique du nourrisson, sur la bonne santé à l'âge adulte. Elle a également un impact sur l'économie du pays puisque, selon des experts de l'OMS et de la Banque mondiale, améliorer la nutrition pendant cette période permet d'augmenter le PIB d'un pays d'au moins 2 à 3% annuellement. Selon toujours les experts de l'OMS, il existe un lien étroit entre la malnutrition pendant la période de la grossesse et les maladies chroniques. Un lien existe encore entre la mauvaise nutrition des mères et le faible poids de la naissance de l'enfant à la naissance. Et il y a également le problème des carences, un lien entre la nutrition des mères et le développement de certaines malformations congénitales qui sont liées à certaines carences, notamment la carence en acide folique. Une bonne nutrition au cours de cette période de vie peut diminuer le risque des maladies chroniques plus tard, à l'âge adulte. D'ailleurs, un enfant qui présente une malnutrition au cours de sa vie intra-utérine entraîne à l'âge adulte du diabète, l'obésité, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires qui constituent un problème de santé publique à l'échelle mondiale et nationale, bien sûr. Compte tenu de l'importance de la nutrition pour le bien-être physique, mental et psychologique de l'individu, donc le ministère de la Santé a élaboré une stratégie nationale de nutrition qui cible tout le cycle de vie et qui s'étale entre 2011 et 2019. Cette stratégie s'aligne parfaitement aux objectifs de développement durable post-2015, notamment les deux objectifs 2 et 3, et à la déclaration de la deuxième conférence internationale nutrition de 2014 qui a incité les États à élaborer des politiques, programmes et initiatives visant à assurer une alimentation saine pendant toute la vie, mais en particulier pendant les 1000 premiers jours. Donc même la déclaration de la deuxième conférence internationale de nutrition a insisté sur l'importance de la nutrition durant cette période pour le bien-être de la population. Cette stratégie a été élaborée sur la base d'une analyse de la situation nutritionnelle au Maroc et qui a montré que, comme j'ai dit ce matin, que le Maroc connaît une transition nutritionnelle précoce qui est caractérisée par la persistance de certains troubles nutritionnels de type carentiel. Nous avons toujours le problème de retard de croissance, malgré bien sûr l'amélioration de certains indicateurs relatifs à l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, mais on a toujours le problème de retard de croissance qui touche 15%. Et à côté de ça, il y a l'émergence d'autres troubles nutritionnels liés à la surcharge, notamment le surpoids et l'obésité, qui touchent respectivement 9,9% et 2,6% pour les enfants de moins de 5 ans. Le Maroc, les carences en micronutriments constituent toujours un problème de santé au niveau national et qui touche aussi bien les enfants de moins de 5 ans que les femmes en âge procréé. Donc l'anémie par exemple, il touche le tiers des enfants de moins de 5 ans et de la femme en âge procréé. 4 enfants sur 10 sont carencés en vitamine A. La carence en vitamine D touche respectivement 7% des enfants et 10% des femmes en âge procréé, sans oublier la carence en iode qui est toujours d'actualité. À côté de ça, donc l'obésité, il touche également l'adulte avec 18%, et comme vous savez, l'obésité constitue l'un des facteurs de risque des maladies non transmissibles et qui commence à prendre de l'ampleur au niveau national et qui constitue parmi les principales causes de mortalité au niveau national. Cette stratégie
Elle a pour objectif d'améliorer les indicateurs de l'état nutritionnel de la population tout au long du cycle de vie, améliorer l'accessibilité aux produits alimentaires de qualité en quantité suffisante, promouvoir un mode de vie sain, afin bien sûr de prévenir les troubles nutritionnels, renforcer les compétences institutionnelles et professionnelles dans ce domaine, renforcer les mécanismes de coordination entre les différents intervenants parce que c'est une stratégie multisectorielle. Donc l'élaboration de cette stratégie a été en concertation avec les différents intervenants dans ce domaine.